Je voudrais discuter de certaines notions et idées qui me tiennent à cœur, mais il y a déjà du contenu de très grande qualité à disposition sur YouTube et ailleurs, donc je ne pense pas apporter d'éléments vraiment nouveaux. Cet ensemble de vidéos sera donc surtout en quelque sorte bibliographique, avec l'objectif de vous donner envie d'approfondir et d'aller consulter à la source les références que je vais citer, soit le podcast Méta de choc d'Elisabeth Fetty et la chaîne YouTube Game of Earth. Pour développer mon propos, je vais m'appuyer sur la critique d'un dossier de la revue Sciences et Pseudosciences, édité par l'Association française pour l'information scientifique, paru en janvier 2024 dans le numéro 347. Qu'est-ce que la FIS ? Qu'est-ce qu'elle dit qui pose problème ? Alors tout d'abord, qu'est-ce que la FIS ? La FIS, c'est l'Association française pour l'information scientifique. Donc sur leur site internet, on trouve quelques explications sur leurs intentions. Donc je vais vous en lire un paragraphe. L'Association française pour l'information scientifique, créée en 1968, se donne pour but de promouvoir la science et d'en défendre l'intégrité contre ceux qui, à des fins lucratives ou idéologiques, déforment ses résultats, lui attribuent une signification qu'elle n'a pas ou se servent de son nom pour couvrir des entreprises charlatanesques. L'AFIS est une association d'intérêt général ouverte à tous. Elle est indépendante et sans lien d'intérêt financier ou idéologique avec quelque entité que ce soit, gouvernement, parti politique, entreprise, etc. Donc l'AFIS est censée diffuser des informations les plus proches des connaissances scientifiques. Sciences et Pseudosciences est la revue éditée par l'AFIS. Elle est réalisée par une équipe de rédaction entièrement bénévole et publie des textes provenant d'auteurs très variés, scientifiques ou non scientifiques, issus du monde académique, de la sphère économique ou plus largement de la société civile. Chaque auteur est présenté quant à ses activités professionnelles ou associatives en lien avec le contenu de son article. Aucun contributeur n'est rémunéré. C'est un peu long, je suis désolée. Mais c'est important pour situer vraiment les intentions de cette revue parce qu'en fait, mes vidéos vont montrer à quel point leur propos est déconnecté de ces intentions en fait. Donc je reprends, on retrouve ça aussi sur leur site internet. Donc, des enjeux économiques et sociaux, politiques et moraux, et d'une façon générale sociétaux, conduisent certains acteurs à propager des informations scientifiquement fausses ou déformées, ou à attribuer indûment à des faits scientifiques des implications politiques ou morales. Sciences et Pseudosciences apportent l'éclairage permettant à ces lecteurs de construire leurs propres opinions. La science est un processus lent et continu. La rédaction de Sciences et Pseudosciences se donne le temps pour prendre le recul nécessaire à l'analyse des faits et de leur signification. Sciences et Pseudosciences rejettent le relativisme où toute hypothèse devrait se voir reconnue une part de vérité. L'état des connaissances issu d'un consensus est explicitement présenté. Dans les domaines de la santé et de l'environnement, les avis des agences sanitaires ou des institutions académiques sont toujours rappelés. Les faits et les résultats sont séparés autant que possible de l'interprétation. Les sources et les références à l'appui des affirmations présentées dans les articles sont toujours fournies, permettant au lecteur de les vérifier et d'approfondir le sujet. Les articles d'opinion sont clairement indiqués comme tels. Les articles signés ne reflètent pas nécessairement le point de vue de la rédaction. Ce que je vous propose de faire, c'est que à la fin de toutes les vidéos là que je vais faire, vous aurez qu'à revenir sur tout ça. Parce qu'en fait, c'est vraiment... ils sont vraiment à côté de la plaque, quoi. Donc,
Si les articles signés ne reflètent pas nécessairement le point de vue de la rédaction, par contre, je ne devrais pas dire l'AFIS et je devrais parler de chaque contributeur en particulier. Mais je vais principalement m'appuyer sur le numéro 347 de Sciences et Pseudosciences, pour lequel le rédacteur en chef de la revue, Jean-Paul Krivine, a rédigé l'introduction du dossier. Et déjà, dans cette introduction, il y a pas mal de problèmes. Donc moi, ça me donne quand même l'impression que ce rédacteur en chef, là, il a des idées et il a orienté le contenu de ce dossier sur cette thématique sexe et genre. Donc je pense qu'à certains moments, je vais quand même continuer de parler de l'AFIS en général, mais il faudra quand même garder en tête que que là, ça concerne Jean-Paul Krivine et les différents auteurs des articles du dossier. Il ne faut pas généraliser à toute l'association. Donc, je vais essayer de montrer et d'expliquer en quoi je considère que l'AFIS diffuse un contenu idéologique et non étayé scientifiquement, contrairement à ce qu'elle prétend, sur les thématiques du sexe, du genre et de l'origine des différences psychiques, cognitives et comportementales entre hommes et femmes. Donc, que dit l'AFIS qui pose problème ? L'AFIS a donc publié son numéro 347 du début d'année avec en une le titre « Sexe et genre, que dit la biologie ?» En 2014, elle avait déjà publié un dossier spécial sur une thématique proche. À mon sens, ce dossier de 2014 est encore plus problématique que celui de cette année. Mais comme il commence à dater, je me dis qu'il est quand même plus pertinent de m'appuyer sur un contenu récent, susceptible de mieux refléter les points de vue actuels de l'association, du moins d'une partie de ses contributeurs. Le problème principal dans ce dossier est que certaines affirmations sont énoncées sans être bien étayées, contrairement à la déclaration d'intention de l'AFIS que nous avons vue précédemment. Donc, j'en remets ici des passages qui sont pour moi les plus significatifs. Et je vous propose de garder ça en tête pour la suite. Donc, dans cette première vidéo, d'une série de 4, on va se pencher uniquement sur l'introduction du dossier, donc qui a été rédigé par le rédacteur en chef de la revue, Jean-Paul Krivine. Alors, qui est Jean-Paul Krivine ? On retrouve ce petit encart là, cette petite présentation sur le site internet. Je mets toujours les liens. Jean-Paul Krivine est rédacteur en chef de la revue Sciences et Pseudosciences depuis 2001, président de l'AFIS en 2019 et 2020, ingénieur informaticien à la retraite, il est ancien salarié d'une grande entreprise de l'énergie. Il a fait une partie de sa carrière dans le domaine de l'intelligence artificielle en entreprise et a enseigné cette discipline pendant une dizaine d'années à l'École supérieure d'électricité. Il a été l'un des fondateurs, en 1989, de l'Association française d'intelligence artificielle. Voilà. Sans commentaire. Donc, le titre de l'introduction dit déjà beaucoup de choses. Sexe et genre, peut-on oublier la biologie ? Donc, je vais lire en entier le premier paragraphe. Après, je lirai pas tout. Donc, sexe et genre. Ces deux termes suscitent aujourd'hui d'intenses controverses invoquant biologie, sociologie et psychologie. Le terme genre, promu dans les années 1970, a permis de mieux distinguer dans les différences entre les sexes ce qui relève du social ou du psychologique de ce qui découle de la biologie. Cette distinction conceptuelle est utile, par exemple, pour mieux analyser les inégalités et discriminations qui traversent la société. Toutefois, elle a connu des interprétations extrêmes, conduisant à décorréler complètement le genre et le sexe, le social et le biologique. Donc ici, Krivine commence par évoquer le concept de genre et à dire que bien que la distinction conceptuelle sexe-genre puisse être utile,
elle a mené à des interprétations extrêmes conduisant à décorréler complètement le genre et le sexe, le social et le biologique. On voit ici l'idéologie latente de Krivine. Krivine ne définit pas les termes sexe et genre, car c'est l'objectif du premier article du dossier. Mais ce qu'il dit laisse sous-entendre que du genre, soit du social, s'enracine dans le sexe, c'est-à-dire le biologique. Dit autrement, le biologique détermine nécessairement, au moins en partie, le social. Krivine reste très général et ne précise pas son propos ici. On ne sait pas de quel domaine du social il parle, mais il me semble qu'on a dès les premières lignes ce qui est appelé un discours de naturalisation ou de biologisation du social. C'est le fait d'attribuer des causes biologiques et ou naturelles à des faits tels que des comportements, des pratiques, mais ce, sans apporter les preuves que ces faits s'enracinent dans la biologie, sans expliquer les processus biologiques. Donc, ce sont des discours d'ordre spéculatif et non scientifique. Nous y reviendrons. Poursuivons. Il poursuit avec moi ce que j'appelle du Butler bashing. Je cite. Dans les années 1990, la philosophe et féministe Judith Butler, dont les écrits ont eu une forte influence, écarte encore davantage la biologie et suggère que sexe et genre ne peuvent en réalité pas être distingués, s'agissant dans les deux cas de construction sociale, évacuant de fait la biologie. Et il cite simplement l'ouvrage de Butler, Gender Trouble, sans la citer ou donner de pages précises du livre. Juste après, il la cite, mais par l'intermédiaire d'un article du philosophe Artaud Charpentier. Donc, il semble que M. Krivine n'ait pas lu Butler. Ceci dit, on peut difficilement lui en tenir rigueur parce qu'elle est connue pour être particulièrement jargonneuse et difficile d'accès. Par contre, on peut trouver des articles sur Butler dans des revues plus grand public comme Philosophie Magazine. Ces articles sont beaucoup plus accessibles et un peu plus loin dans cette vidéo, je vais m'appuyer sur un entretien avec elle, paru dans un numéro de Philosophie Magazine, pour tenter de présenter et de développer sa pensée, qui n'est pas du tout la caricature qu'en fait ici Krivine. En fait, Krivine touche du doigt certains problèmes posés par les concepts de sexe et de genre, mais il ne va pas assez loin et il échoue à bien comprendre les enjeux. En effet, plus loin, il parle bien du fait que, je cite, « Les mots et les concepts utilisés par les humains sont des constructions sociales, le terme sexe y compris, et que les catégories utilisées par les scientifiques ne sont pas elles-mêmes dans la nature, mais constituent juste un moyen efficace de décrire le monde, et elles peuvent évoluer dans le temps. » Donc à mon sens, c'est très pertinent, mais il ne va pas au bout des implications de tout ça, et c'est dommage. On en reparlera plus tard. Il revient ensuite sur cette idée qui serait défendue par certaines personnes, on ne sait pas qui en fait, il ne le dit pas, que les différences entre les hommes et les femmes seraient entièrement explicables par le social. Donc là, c'est en fait un processus rhétorique appelé homme de paille ou épouvantail et qui consiste à attribuer à quelqu'un des propos qu'il ne tient pas. Pour appuyer cette idée, je vais ici vous faire écouter les premiers extraits que j'ai sélectionnés du podcast Méta de choc d'Elisabeth Fiti avec comme invité Odile Fillot. Méta de choc est le podcast qui se demande pourquoi on pense ce qu'on pense, et Odile Fillot est chercheuse indépendante et a beaucoup travaillé sur la naturalisation des différences psychiques, cognitives et comportementales entre hommes et femmes. Dans un premier temps, elle présente sa démarche,
Dans un second temps, elle présente les problèmes qui se posent concernant l'inné versus l'acquis, le biologique versus le social. Et dans un troisième temps, elle explique que si controverse il y a, c'est dans le débat public et pas entre communautés scientifiques. Chacun, biologiste, neuroscientifique ou sociologue, travaillant en fait avec des outils qui lui sont propres. À mon sens, c'est vraiment très très éclairant et ça permet de pointer du doigt les faux problèmes auxquels Krivine fait ici référence. Donc je vous laisse écouter. Ça va durer peut-être 10-12 minutes. Je vous invite vraiment à écouter très très attentivement ces quelques extraits. Alors moi, ce que j'aimerais que tu nous expliques maintenant, c'est ta démarche justement, ta démarche critique, ta démarche d'étude, ta méthode d'analyse. Ce qui m'intéresse, c'est quand dans l'espace public, il est affirmé qu'il est scientifiquement démontré que telle ou telle différence entre hommes et femmes, donc en particulier des différences cognitives et comportementales, est d'origine biologique, voilà, et non pas sociale. Donc effectivement, je m'intéresse à ces discours-là. Toi, ce qui t'intéresse, c'est d'aller vérifier que ce qui est annoncé... Oui, ce qui est affirmé, est-ce que c'est effectivement soutenu par la littérature scientifique ? Voilà. Après, ma démarche, elle est extrêmement simple. Je remonte aux sources, tout simplement. C'est-à-dire que, voilà, ok, cette personne dit ça. Est-ce qu'il y a quelque chose, effectivement, dans la littérature scientifique qui va dans le sens de son propos ? Si oui, ou si la personne cite une étude en particulier en disant « Ah oui, il y a cette étude qui vient de démontrer ça », eh ben, je vais voir l'étude et je la lis, tout simplement. J'avais bien aimé, en 2013, justement, dans le cadre de cette controverse sur la, entre guillemets, théorie du genre, il y avait un agrégé de sciences naturelles qui avait fait une tribune dans Le Monde, une personne que je connais pas du tout, mais il avait parlé de mon blog en passant, et il avait écrit, en fait, sa méthode, elle est très simple. Quand on lit dans la presse des affirmations du type les différences entre garçons et filles, blablabla, eh bien, elle applique une méthode simple, elle retrouve la publication originale et elle la lit. Voilà. Incroyable. Voilà, c'est incroyable. Et voilà, il disait, j'avais beaucoup aimé cette formule, il avait écrit « Le résultat est radical, les affirmations les plus assurées se mettent à bredouiller l'air gêné ». Alors maintenant, évidemment, la première question que j'ai envie de te poser, parce que quand on rentre dans le vif du sujet, c'est tout de suite ce qui vient, c'est parler de l'inné et de l'acquis. Alors, déjà, est-ce que poser cette question de l'inné et de l'acquis, ça a un sens ? C'est-à-dire, est-ce qu'on peut isoler, décemment isoler, un phénomène et dire qu'il est soit biologique, soit social ou culturel ? Ou est-ce que c'est un grand magma où tout se mélange ? Alors, il y a beaucoup de confusion, en fait, autour de cette question. Et il y a un discours qui est assez présent, qui consiste à dire « Ouais, non, mais de toute façon, tout est à la fois inné et acquis, rien n'est purement inné, rien n'est purement acquis, puis on peut pas départager, tout est mélangé. » En fait, c'est faux, c'est faux. Ce discours vient d'une confusion de différentes questions. En fait, quand on se pose la question de l'inné et acquis, on peut se la poser à différentes échelles, et il y a effectivement une échelle à laquelle elle n'a pas de sens. Par exemple, essayer de savoir quel est... dans ma stature, voilà, je mesure 1m72, quel est le pourcentage de ma taille qui est dû à mes prédispositions innées, et quel est le pourcentage qui est dû à l'environnement dans lequel j'ai grandi, combien d'heures j'ai dormi par nuit quand j'étais petite, qu'est-ce que j'ai mangé, etc. Alors, cette question-là, elle n'a absolument aucun sens. Effectivement, on ne pourra jamais départager. Pourquoi tu fais 1m72 ? Exactement. Enfin, en tout cas, on ne pourra pas quantifier la part d'inné et la part d'acquis là-dedans. Par contre, pour en revenir vraiment à notre sujet, on observe des différences globalement entre le groupe des hommes et le groupe des femmes sur tout un tas de choses. Tiens, on remarque qu'en moyenne, il y a beaucoup plus de femmes qui portent des talons aiguilles que des hommes. Enfin, tu vois, je veux dire, des différences, il y en a des milliards, c'est illimité. Et donc, pour une différence donnée entre groupes, on peut, et là, ça n'a rien d'insensé et de stupide, on peut tout à fait se poser la question de savoir, ok, est-ce que cette différence entre les deux groupes, elle est causée par des différences biologiques entre les individus de ces deux groupes,
ou bien elle est causée en gros par une différence d'environnement en fait auquel sont soumis les personnes de ces deux groupes. Donc cette question, elle n'est pas dépassée et elle a un sens. Et en fait, le curseur, en fait, entre le tout inné et le tout acquis, il peut être absolument n'importe où. En théorie, oui, une différence pourrait être totalement due à du biologique, ou disons à des caractéristiques biologiques endogènes des personnes, ou à l'inverse, être entièrement dû à de l'environnement social, entre guillemets, ou de l'environnement tout court, ou bien voilà, être n'importe où entre ces deux extrêmes. Sauf pour les talons aiguilles quand même. Ah mais tu te trompes, Elisabeth. C'est vrai ? Mais bien sûr. Dans les gens qui sont dans la mouvance de la psychologie évolutionniste, alors peut-être pas forcément pour les talons aiguilles, mais par exemple sur le fait de mettre du rouge à lèvres. Tiens, est-ce que... Il y aurait des causes biologiques. Oui, absolument. D'accord. Oui, ils défendent tout à fait des hypothèses biologiques pour expliquer cette différence-là, le D'accord, fait que les mecs d'accord. ne mettent pas de rouge à lèvres en général, mais que des femmes le font. Oui. D'accord. Et alors, l'autre école, c'est de dire que tout est social ou que tout est principalement social dans les différences psychologiques entre les hommes et les femmes. Alors, ça dépend ce que tu entends par école, parce que si on se place du point de vue de la littérature scientifique, cette autre école, elle n'existe pas. Alors ça, c'est peut-être un stéréotype qu'il faut dégommer. Les chercheurs en sciences humaines et sociales, en particulier, ils ne passent absolument pas leur temps à produire des études pour essayer de montrer que tout est social. C'est absolument pas l'objet. En fait, c'est simplement que cette école, elle n'existe pas. Là aussi, c'est un... Ça rejoint la théorie du genre dont on parlait tout à l'heure. Oui, effectivement, c'est un peu un épouvantail. Ce qui se passe, si on regarde ça d'assez loin, un peu grossièrement, tu as d'un côté certains biologistes, mais au sens très large, ou des gens qui travaillent dans les sciences biomédicales et sciences comportementales, qui sont convaincus qu'il y a des différences psychiques d'origine biologique, et en fait, ils essayent de le montrer. En fait, D'accord. ils font des études et ils étudient, du coup ils se penchent sur ces facteurs-là en particulier pour essayer de mettre en évidence leur effet. Et puis de l'autre côté, si on veut dire qu'il y a deux côtés, tu as des chercheurs en sciences sociales, si on parle de ceux qui travaillent sur les questions de sexe ou de genre, eux, je veux dire, ils sont pas compétents en fait sur ces sujets-là, ils sont pas compétents en biologie, ça les intéresse pas, c'est pas dans leur champ de vision. Et je dirais, ils s'en fichent, en fait. Leur job, si je peux dire, c'est d'étudier les phénomènes liés au genre avec les outils des sciences sociales. Oui, donc plus dans une description des phénomènes sociaux, des phénomènes psychologiques en lien avec le genre. Oui, dans une approche descriptive. Alors après, il peut y avoir aussi une recherche de mise en évidence de certaines causalités, mais ils ne vont jamais chercher à démontrer qu'il n'y a aucun effet de la biologie. Oui. En fait, ils vont juste mettre en évidence, ils vont dire, tiens, regardez, par exemple, je sais pas moi, la préférence censée être spontanée pour le bleu des garçons et pour le rose des filles, ils vont dire, tiens, on fait une étude historique, regardez, on constate que, effectivement, c'est vrai en Occident aujourd'hui, mais dans d'autres contextes culturels, c'est pas du tout vrai, c'est même l'inverse, ou même en Occident, mais il y a 100 ans, c'était l'inverse. Donc ils vont juste dire ça. Ce qui est intéressant et qui démontre quelque chose, en fait, ce que ça démontre, c'est qu'il y a une influence énorme du contexte culturel et social sur les préférences de couleur, mais ça ne peut pas prétendre démontrer, et ça ne prétend pas démontrer que les préférences de couleur ne doivent absolument rien à la biologie. Tu vois ? Donc c'est plutôt un peu chacun dans son coin, finalement. C'est dans le débat public, en fait, dans le débat grand public, dans les médias, que ça se présente comme une controverse. Mais il n'y a pas de controverse scientifique, je veux dire, il n'y a pas de... Entre le côté qui parle de culture et le côté qui parle de biologie. Voilà, c'est un débat qui en pratique est inexistant, en fait. Chacun fait son boulot avec les outils qu'il maîtrise, et chacun essaie de mettre en évidence ce qu'il est outillé pour essayer de mettre en évidence. Donc, dans ces extraits, Odile Fillot n'évoque pas de philosophe, mais je pense qu'on peut élargir son propos aux philosophes. Les philosophes travaillent également avec des outils qui leur sont propres. Faire dire à Butler qu'elle évacue de fait la biologie, c'est lui attribuer des idées et des propos qu'elle ne tient pas. Pour aller voir un peu plus près ce que dit Butler, on va se pencher donc sur un entretien qui est paru dans le Philosophy Magazine numéro 66 de février 2013.
article intitulé « Déconstruire n'est pas détruire ». Donc je en lis un extrait. Donc il y a d'abord la question de la journaliste et ensuite il y a la réponse de Judith Butler. Donc la question de la journaliste. Selon vous, notre identité d'homme ou de femme n'a rien de naturel. Mais n'y a-t-il pas de fait des différences biologiques entre les sexes ? Et là, Judith Butler, elle répond. Vous savez, je ne suis pas tout à fait idiote. Je sais qu'il y a des différences biologiques entre les sexes et je ne les nie pas. Mais dire ces différences ne suffit pas. Il nous faut aussi les spécifier. Or, dès que nous essayons de le faire, nous entrons dans des interprétations de ces différences, intensément culturelles. Ainsi, on me dit « Les femmes peuvent enfanter, les hommes ne le peuvent pas. N'est-ce pas une différence ? Vous ne pouvez pas le nier. » Mais la vraie question c'est « Il y a quantité de femmes qui ne peuvent ou qui ne veulent pas avoir d'enfants. Faudrait-il dire qu'elles ne sont pas des femmes ? Si nous disons que les femmes se différencient des hommes par cette capacité, mais que, en fin de compte, cette capacité n'est pas essentielle à ce qu'elles sont, nous sommes dans un moment culturel. Nous utilisons une norme culturelle comme moyen de définir une différence biologique. Et dans une telle discussion, il n'est pas vraiment possible de discerner ce qui relève du biologique et ce qui relève du culturel. Voilà, donc déjà, ça retourne un peu le cerveau, un peu plus que Krivine. Donc, je vais essayer de commenter un petit peu ça. Donc, la posture de Butler n'est pas de nier les différences biologiques, mais de questionner les discours. Il s'agit d'analyser les discours, de s'interroger sur les potentielles motivations à en tenir certains, et il s'agit de se demander par qui ils sont produits, diffusés, défendus, et de s'interroger sur leurs implications et conséquences. Quand elle dit « Mais dire ces différences ne suffit pas, il nous faut aussi les spécifier », or, dès que nous essayons de le faire, nous entrons dans des interprétations de ces différences intensément culturelles, elle rend compte de l'illusion de neutralité de certaines recherches et discours prétendument scientifiques. Par exemple, travailler sur les différences cérébrales entre hommes et femmes n'est pas une démarche neutre purement objective. De facto, c'est chercher des différences. C'est vouloir souligner qu'il y a des différences entre hommes et femmes et on peut s'interroger sur les motivations d'une telle démarche. Revenons à l'introduction de Krivine. Petite parenthèse, en fait, je trouve vraiment que c'est un torchon. Et je me demande pourquoi je m'inflige de décortiquer tout ça. Je pense que le dossier ne mérite même pas qu'on s'attarde autant dessus. Mais je pense que la revue est quand même publiée à large échelle. Donc elle a une certaine portée. Et ma motivation, c'est vraiment de sensibiliser d'autres personnes au fait que ces discours sont en partie fallacieux, alors même qu'ils se revendiquent des sciences. Ça m'énerve profondément. Et je voudrais transformer mon agacement en quelque chose de constructif. Donc si je pouvais ne serait-ce que sensibiliser quelques personnes, ce serait pas mal. Donc revenons-en à l'introduction de Krivine. Donc après le Butler bashing et les hommes de paille envers les études sur le genre, il présente les différents articles du dossier. Donc les 2 premiers articles sont en fait des adaptations d'une conférence donnée le 26 janvier 2023 par Franck Ramu dans le cadre de rencontres organisées par le comité lyonnais de la FIS. La conférence est visionnable sur YouTube via la chaîne de la FIS Lyon. Donc la première partie s'intéresse aux définitions de termes, sexe, genre, identité de genre, etc. La seconde partie, donc ici le 3e article, traite de quelques implications de ces thématiques dans la société. Donc, le 3e article, oui, si on ne compte pas l'introduction comme un article, le 3e article est constitué d'un ensemble d'extraits de l'ouvrage Différent, le genre vu par un primatologue,
du primatologue Frans de Waal. Le 4e article est une reproduction du communiqué de l'Académie nationale de médecine intitulé « La médecine face à la transidentité de genre chez les enfants et les adolescents ». Donc je ne parlerai pas de cet article. Mais à mon avis, il y a beaucoup de choses à dire. Et dans les différents articles, il y a énormément de choses qui mériteraient d'être critiquées et approfondies. Mais je ne vais pas pouvoir tout faire. Donc je vais rester sur les thématiques, surtout des différences entre hommes et femmes. Donc on arrive à la fin de l'introduction et c'est bien gratiné. Je cite « Ainsi, la biologie ne peut pas être ignorée dans le débat. Les différences biologiques entre les sexes ont des implications sur de nombreux plans, même si leur expression sera aussi modulée par des facteurs sociaux et environnementaux. » Donc là, à nouveau, Krivine, il affirme qu'il y a des fondements biologiques aux différences entre hommes et femmes qui vont au-delà de la biologie. Donc, il ne précise pas ces nombreux plans. Il évoque ensuite un rapport d'analyse de la Haute Autorité de Santé et un autre article de l'Académie nationale de médecine qui mettent en garde contre les dangers de la primauté accordée au genre sur les réalités du sexe qui risquerait de créer une injustice de plus. Donc il renvoie à ces rapports sans plus d'explications. Donc en fait là c'est du très très lourd. En fait c'est vraiment un problème à part entière. Et Odile Philo, elle a écrit sur ce sujet un chapitre d'un livre, Le genre des sciences, et en fait ça mériterait vraiment toute une vidéo, donc je sais pas si je ferai ça un jour, mais en tout cas ne prenez pas pour acquis ces rapports là. Donc il termine et il me termine en citant une soi-disant méta-analyse publiée en 2019 qui fournit, je cite, un aperçu quantitatif des différences entre les sexes dans les attributs psychologiques et humains, qui se conclut par, je cite, donc c'est une citation de cette méta-analyse, qui n'en est pas une en fait. Bien que les hommes et les femmes partagent de nombreuses caractéristiques psychologiques, ils diffèrent également sur des points importants qui peuvent être compris en termes de principes évolutifs, principalement en tant que conséquence de la reproduction des mammifères. Donc là, il est clairement question de psychologie évolutionnaire ou évolutionniste, je ne sais pas trop c'est quoi ce qui se dit plus. J'utiliserai les deux termes l'un et l'autre. Donc il est clairement question de psychologie évolutionnaire, qui est également un paradigme sur lequel s'appuie Franck Ramu dans le 2e article du dossier, ainsi que Frans de Waal dans le 3e article du dossier. Donc on développera ça dans les vidéos suivantes. Voilà, donc là on arrive au terme de cette vidéo. Je vous ai seulement présenté l'introduction au dossier. Donc j'espère que ça vous permet quand même d'introduire, que c'était pas trop lourdingue. Mais on va maintenant essayer de rentrer un peu plus dans le détail de chaque article du dossier et d'approfondir. Je vous remercie de votre attention.